Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis. J'ai le bonheur aujourd'hui d'être à un endroit célèbre, un endroit magnifique, vraiment magnifique. Je me sens privilégié d'être ici. Mon invité est le maire de la Ville de Québec depuis le 15 novembre 2021. Monsieur Marchand, comment allez-vous? Très bien. Attends un petit peu, je vais ouvrir mon micro. Je commence. Je commence. Non, je vais refaire mon début. On continue, okay. On le laisse rouler, mais je vais recommencer. OK, on prend ça. Ouais. Un petit peu. La nervosité. Innocent. Ferme ta gueule. Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis, qu'on peut entendre sur à peu près toutes les applications au monde. Mon invité est le maire de la Ville de Québec depuis le 15 novembre 2021. En tant que maire, Bruno Marchand a mis l'accent sur la qualité de vie des citoyens, l'amélioration des infrastructures, la transition économique et écologique de la ville. À l'automne qui vient, vous le savez probablement, il va être candidat à nouveau pour solliciter un deuxième mandat comme premier magistrat de la Ville de Québec. Bonjour Bruno Marchand, comment ça va? Salut Gilles, ça va très bien. Bon, alors, on est, au moment où on enregistre, on est en vendredi après-midi. Ça peut penser signifier quelque chose de relax, mais je pense pas. Je pense qu'il y a un horaire serré. Hein? Oui, le vendredi après-midi, lundi matin, samedi midi, mais c'est ça. Si on parlait 2 secondes d'un horaire de maire, les gens peuvent se dire, c'est quoi l'horaire d'un maire normal? Là? Une journée normale? Bon, une journée normale, c'est jamais en bas de 12 heures. OK. C'est jamais en bas de 12 5 heures. jours ou un peu moins en fin de semaine, je présume? La fin de semaine, ça va être, mettons qu'en régulier, là, c'est 6-7 heures. 8 heures par jour. Et la semaine, il y a des journées de 15 heures, 16 heures. Là. Est-ce que tu éprouves autant de plaisir à effectuer ton travail maintenant? Ah oui. Même encore plus. Pourquoi? Parce que c'est un tsunami, cette fonction-là. ça te pogne au trip, c'est tripidant, intense, mais en même temps, intense. ça prend tout de toi. Alors, être capable de trouver l'équilibre, puis je dis pas que j'ai trouvé l'équilibre, mais je suis plus proche d'eux, puis d'être bien là-dedans, là, je suis vraiment là, à mon point maximal des 3 dernières années. Et, tu sais, on dit maire de la ville, premier magistrat. Est-ce que l'impression qui peut te rester, c'est que tu peux vraiment faire une différence? Oui. Ah oui. Puis les exemples sont super nombreux. Là. Ouais. Un exemple, quand on a amené la tarification sociale des transports, ben, les gens à faible revenu payent maintenant 50% de moins sur leur tarification des transports collectifs, là, l'autobus, entre autres. Là. Ben, quand du monde me dit à quel point ça a changé leur vie, là, ta passe d'autobus te coûte la moitié moins, puis que quand tu es à faible revenu, tu es capable de te déplacer dans la ville parce qu'il y a des gens qui n'apprenaient plus la passe parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Ça, c'est un des exemples parmi des milliers. Là. Tu changes la vie du monde. Mais ça n'existait pas à Québec, ça. Parce qu'on en parle des transports en commun. Au moment où on enregistre, on est vendredi, puis on vient d'avoir les stats du RTC. C'est assez impressionnant. C'est 12-13%. Moi, je fais partie des nouveaux utilisateurs. Ah oui, puis régulièrement. Ouais. J'ai passé par un niaiseux un peu, parce que quand ça fait 30 ans que tu ne l'as pas pris, tu arrives là, je voyais les annonces, comme dans un métro avec les prochaines stations, tout ça. Ceux qui ne l'ont pas pris depuis 25 ans. Ça a changé. Beaucoup. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui peu importe. C'est vrai qu'en Haute-Ville, bon, il y a plus de possibilités, il y a beaucoup plus d'autobus, mais je m'en sers vraiment plus largement que je pensais. Moi aussi d'ailleurs. Puis quand tu l'as pas fait, tu as l'impression que tu es loin de ça. Quand tu le fais, écoute, c'est cool. Il y a des avantages à ça et j'en profite. Comment tu décrirais, Bruno, ton approche en tant que maire de Québec? Qu'est-ce qui te distingue, à ton avis, des autres maires? Je pense le ton. Je pense que le ton des autres maires, il y a 1100 maires au Québec. Oh, ouais. Mettons qu'on connaît dans notre environnement. Je dirais le ton, je dirais la façon de faire de la politique, la raison d'être, pourquoi je la fais, et l'importance d'amener l'équipe là-dedans. Je pense que ça fait des différences. Est-ce que le fait d'avoir, mettons, 3 ans de fait, ça change beaucoup la fonction au jour le jour? Oui. Comme si on commençait à comprendre. Comme si pas juste créer des habitudes, mais comprendre, avancer, puis se dire choisir. Des choses qui sont acquises. On avance. Oui, et choisir. Alors, qu'est-ce qui est acquis? Quand tu arrives comme nouveau maire, les gens dans la fonction publique, sans mauvaise foi aucune, sont comme, bon, c'est qui lui? Il veut quoi? Il travaille comment? Ouais. Puis il y en a là-dedans qui te comprennent vite, puis il y en a là-dedans que ça va leur prendre une couple d'années. Un fond de doute pour plusieurs au début, parce qu'on ne sait pas. Là, oui, c'est ça. Puis il dit ça, mais il veut-tu vraiment? Il est-tu sérieux?
Après 3 ans, les gens te connaissent. Ils connaissent l'équipe. Ils savent où on va. Ils savent notre cohérence. Ça, c'est important. Parce que si tu es incohérent et tu es toujours en train de changer, tu le vent va à droite, tu vas à droite. Tu le vent va à gauche, tu vas à gauche. Les équipes ne peuvent pas suivre. Là. Bâtir une ville. Prenons la patinoire réfrigérée couverte. Ça a pris 2 ans et demi. Fait que si pendant 2 ans et demi, tu changes 6 fois d'orientation, tu l'as pas, ta patinoire réfrigérée. Puis les fonctionnaires qui ont travaillé là-dessus, t'es écœurés, là. Je ris parce que ceux qui nous entendent doivent dire changer 6 fois, vas-tu parler du tramway tantôt? Probablement. Mais non, mais je comprends, c'est un parallèle qui va être. Mais comme n'importe qui. Non, je comprends. Tu sais, tu pars en voyage avec un ami. Puis cet ami-là, tu sais, à soir, là, un vendredi soir, on se réunit, on fait ce serait le fun, aller dans le sud, il fait beau, il ferait chaud, on aimerait ça. Qu'est-ce qu'on fait? On y va en avril, on y va maintenant, on y va. Puis mettons que le projet, c'est de se rendre à Pâques à telle place. Puis d'ici Pâques, il t'appelle 6 fois pour changer la destination, changer la date, changer le format, changer les gens qui accompagnent. Ça se peut qu'à un moment donné, à la 5e, 6e fois, tu fasses bon, je pense que il n'est pas sérieux ou ça ne marchera pas. Je pense que ça ne marchera pas finalement. Ça crée ça. L'incohérence crée ça. Alors après 3 ans, il y a de la cohérence. Les gens savent qui on est, savent comment travailler avec nous, nous comment avec eux. Et je pense qu'on a une meilleure compréhension de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne doit pas faire et de où on doit peser sur les bons boutons. 2024, c'était quoi les principaux défis pour le maire de Québec? Il y en a eu quelques-uns, là, mais mettons les principaux. Là. Bien, d'abord, le logement. Oui. Le logement, on est parti d'une situation où, post-pandémie, il ne se construisait plus de logement parce que tout s'est mis à coûter plus cher et c'était pas rentable. Alors, on s'est retrouvé en pénurie de logement, pas juste pour ça, parce qu'on a accueilli beaucoup de monde. Là. Rappelons-nous que juste la Ville de Québec, c'est 17 000 personnes en 2024 de plus. En fait, on a eu les stats de 2023, on va avoir 2024 bientôt. Mais ça va ressembler à ça aussi. Là. C'est une croissance de population annuelle qu'on n'a jamais vue avant. Jamais on avait vu ça avant. Ça n'a pas été anticipé, c'est-à-dire qu'il y a des éléments extérieurs comme l'immigration, entre autres. Mais aussi le fait que les gens vivent de plus en plus seuls. Il y a l'interrégionalisme, parce que les économistes disent qu'il y a beaucoup de gens qui, pour 1000 raisons, quittent Montréal, s'en viennent vers Québec. Et on les comprend. Ben oui, il y a des. Oui, on fait tous ça, à Montréal. C'est une belle ville, on le sait. Non, mais oui, c'est vrai. Non, mais il y a beaucoup de. Moi, j'en connais. C'est sécure, c'est vert. T'es à 15 minutes d'être dans le bois. T'as plein d'accès à du sport, de la marche, à du monde trippant. Si t'es foodie, c'est écœurant à Québec. Si t'es amateur de culture, si t'es amateur de sport, il y a plein d'options. Alors, c'est sûr qu'on attire. Fait qu'on attire, tu as raison, de l'interrégionalisme. On attire des gens du Québec, on attire des gens d'ailleurs. Puis en plus, on a des gens qui viennent à l'âge d'avoir des appartements, veulent vivre seuls. Ce qui était moins le cas avant. La proportion de gens dans un appartement a diminué. Avant, t'allais en couple, t'allais en appartement. Maintenant, ça se peut que tu sois en couple puis tu t'as gardé ton appartement. Je juge pas, là. Non. Ça prend plus de logements qu'avant. Ça, c'est sûr. Il y a 2-3 éléments là-dedans dans le logement, mais entre autres, je sais qu'il y a des initiatives qui ont été annoncées, les mini-maisons, les règles municipales qui ont été changées pour accommoder les gens. Ça. Est-ce que ça a déjà un impact? Oui, déjà un impact. Des demandes, en fait. On commence à avoir des demandes, puis c'est ça, je me demandais. La crise du logement, si un tiers des bungalows construisaient une mini-maison, on la réglerait au Québec. Ça n'arrivera pas. Mais c'est pas à volonté de tout le monde, c'est sûr. Tout le monde n'a peut-être pas le goût, tout le monde n'a peut-être pas la place. Ça te prend, faut que tu le construises. Mais c'est juste pour dire que les mini-maisons, c'est pas juste un +1. Non, c'est du monde qui vont pouvoir rester dans leur maison parce qu'ils invitent avec un +1 leur enfant à rester proche d'eux. Mais c'est pas une seule solution, c'est une parmi d'autres. Ben oui. Il se construit du locatif, il se construit de la densité. Il se construit des 18 étages à Québec, il se construit du 6 étages. La densité heureuse, c'est la bonne densité au bon endroit pour créer du logement. Donc, 2024, ça a été une année où on a misé sur le logement. On a augmenté nos chiffres. Les promoteurs nous disent, on sent l'ouverture, on sent l'agilité de la ville, on a le goût de travailler avec la ville. Ça, c'est bon à entendre. Ça, c'est vraiment bon. Les infrastructures de proximité. Je pense que les gens comprennent de plus en plus à quel point c'est important que dans les quartiers où ils sont, on construise des infrastructures où ils peuvent y aller à pied, ils peuvent y aller proches, que ce soit pour leurs enfants dans les parcs, que ce soit des endroits, des espaces verts, que ce soit des lieux d'infrastructures sportives. Les gens comprennent que dans le quartier où ils sont, c'est là qu'on doit investir. Et ça, on le fait et les gens voient notre philosophie. Les patinoires extérieures, mon fils me dit, si tu rencontres le maire, il faut que tu y parles parce que les périodes sont... Ben écoute, c'est lié au changement climatique, mais les périodes pour jouer au hockey dehors ou pour patiner sont tellement raccourcies. 50 jours l'an passé qu'on a pu patiner en 2023-24 au lieu de 150. Puis je pense que cette année, je ne suis pas sûr que c'est mieux. Cette année, c'est un peu il fait mieux. plus froid, mais il n'y a pas de neige. Non, mais c'est pas grave parce qu'on est le froid, c'est bon. On a perdu nos patinoires 5 jours, du 29 décembre au 2 janvier. OK.
Alors oui, ton gars, il a raison, ça prend plus de patinoires réfrigérées. C'était pas normal que Québec n'avait pas. L'opposition était contre, en plus, même encore dernièrement. Nous, on a dit qu'il va en avoir au minimum une par année qu'on construit. Là, on a celle bleu-blanc-beau avec la Fondation des Canadiens de Montréal qui est au Parc Victoria. La prochaine, à Charlebourg au Parc Bon-Pasteur. L'autre d'après à Duberger, il va en avoir. Le plan est déjà fait. Là. Mais quand on parle pour les néophytes comme moi, même j'ai joué au hockey toute ma vie, ça prend un toit, c'est une question de soleil au printemps? Sinon, on les perd trop vite? Oui. T'as tout à fait raison. Un peu la pluie, parce que c'est désagréable, même si la patinoire est gelée, de jouer à la pluie. Fait que ça protège. Mais c'est surtout novembre et mars pour prolonger, pour que les rayons du soleil ne fassent pas sécher autour des bandes, là, puis que ça fasse en sorte de mettre ça en liquide. Fait qu'on peut la durer plus longtemps. Et dernière chose, l'été, ça va être utilisé. Là. L'été, ça va être utilisé par les camps de jour. À Victoria, on va mettre des terrains de basket. Fait que même s'il pleut, c'est un fond de ciment, c'est ça, je comprends? Oui, c'est ça. Il fait 20 degrés. Tu peux jouer au basket, il pleut, c'est pas grave. OK. Donc, protégé. Ça sert à l'année. Oui, ça sert à l'année. Les PVE vont pouvoir, programme vacances-été, vont pouvoir amener les jeunes là. Tu sais, je me souviens, moi, j'ai été animateur, j'ai été dans les programmes au Patro. Les journées de pluie, là, comme animateur, tu t'arraches la tête, là. Les jeunes dans un gymnase pendant 7 heures. Là, jouer au mouchoir, ça peut être long. Là. Si on joue au parapluie, là, c'était plate en tabarnouche. Là, t'es capable d'aller dehors, faire du sport, protégé par la pluie. C'est-tu dur comme mère d'être capable d'équilibrer, peu importe ses choix personnels, ses intérêts personnels, d'équilibrer entre, mettons, les dépenses pour la culture, le sport, les loisirs, parce que tout le monde demande, dans le fond. Nous, comme citoyens, on demande. Puis t'as pas assez. N'a jamais assez. C'est un arbitrage qui est... Tu sais, prends la culture. La culture, ça va pas si bien que ça. On est le seul palier de gouvernement à réinvestir en culture. On va ajouter 10 millions à notre budget d'ici les 5 prochaines années. La culture a été vraiment généreuse en nous disant merci, c'est extraordinaire ce que vous êtes en train de faire. Mais on le voit, là, c'est pas assez. Il y a des salles présentement qui réduisent leur programmation. Mais pas juste à Québec, à Montréal, puis partout, là. Fait que la culture, là, c'est le ciment entre nos pierres, là. Ce qui fait qu'on est une nation, c'est pas parce qu'on est juste dans un coin dans le nord-est de l'Amérique du Nord. C'est parce qu'ici, on parle pas pareil, on parle une autre langue, mais c'est aussi que notre théâtre est différent, nos spectacles sont différents, notre musique est différente. C'est ça une nation. Cette culture-là, on ne peut pas la laisser aller. Fait qu'il faut t'en mettre en culture. Après ça, on va dire les sports. Ben oui. Faire que nos jeunes et nos moins prévention jeunes bougent. À l'obésité, prévention à être en forme puis bouger. Là, t'arrives l'itinérance pour lequel il y a des immenses besoins. Puis là, tu rajoutes les infrastructures, tu rajoutes le traitement d'eau, la protection de l'eau potable. C'est des arbitrages qui sont hyper constants, difficiles. Tout le temps? Constants tout le temps. Et là où je suis fier, moi, de nous, là, vraiment très fier, c'est qu'on a réussi à faire ces arbitrages-là, à investir au bon endroit, à garder les activités sportives et culturelles pour beaucoup gratuites. Ça paraît dans le portefeuille des familles, là. Et à être la ville des 11 plus grandes villes du Québec à avoir la moins grande croissance de taxes depuis 4 ans. Et ça, j'en suis vraiment fier. Oui, je pense que pour le monde, on le sait, on dit tout le temps le pain et le beurre, les taxes, les services de proximité, les vidanges, tout ça, ça reste vrai. Ben oui, c'est pas très sexy, là, mais... Oui, mais si tu le fais pas, c'est la base. Là. Ouais, si les vidanges ne sortent pas, si le déneigement se fait pas, si les rues sont pleines de trous, si tu n'es pas capable d'avoir des services de ta municipalité quand c'est le temps de fermer ton eau, si tu as des rénovations à faire chez toi ou d'obtenir un permis, ça ne marche pas. Tu ne peux pas faire les autres affaires. Question néophyte encore, mais on a un sujet intéressant. Il y a très peu de neige, puis on est rendu presque au mois de février. Ouais. Est-ce que c'est automatiquement des économies pour la ville? Oui. OK. Parce que je comprends qu'il y a des camions, des gens qui sont engagés pour le faire, puis qui ne sont pas à zéro à l'année. Là, mais il y a une différence entre charrier ou pas charrier. Le plus coûteux, c'est pas juste de la gratter, c'est de la prendre et de l'amener dans le dépôt à neige. Ça, c'est ce qui est le plus coûteux. Quand t'en prends moins et tu y vas moins souvent, c'est là que l'économie se fait. Une opération de déneigement, une bonne neige, une bonne bordée de neige, là, c'est plusieurs millions. Là. OK. Fait que si on a bon an, mal an, 12, 13, grosse sortie, mettons. Tempête, là, dépendamment de comment la neige tombe, puis à quel moment il faut la ramasser. Si tu tombes à 5, c'est sûr c'est des économies. Là. Mais cet argent-là va pouvoir aller ailleurs parce qu'il y a des demandes. Oui, il y a de la demande partout. Là. Mais il ne faut pas oublier que si le climat change, c'est ce qu'on voit, puis que là, on tombe avec verglas et qu'on a des trottoirs glacés, des routes glacées, tu n'as pas nécessairement ramassé de neige, mais nos employés travaillent en tabarouette. Parce que déneiger un trottoir glacé quand il faisait 2 degrés, il n'y a plus, puis c'est à geler dans la nuit, puis que tout le monde est en train de patiner, là, c'est compliqué pour notre machinerie, c'est compliqué pour nos employés, sont bons, mais ça suppose beaucoup, beaucoup d'heures de travail. On le voit moins, c'est moins évident. Oui. Par contre, ça dépend de l'abrasif que tu mets. On le voit, là. Puis les abrasifs, les gens pensent, pourquoi ils n'ont pas mis de l'abrasif? Oui, qu'ils en mettent. C'est pas la même chose s'il fait moins 4 que s'il fait moins 15. C'est un peu comme le ski de fond, là. Ouais. Ton fartage, là, c'est pas du fartage, mais ton mélange d'abrasifs, il n'est pas le même selon la température, selon le froid, selon comment ça va refroidir, selon le vent. Il y a de la chimie là-dedans importante. Parlant de vent, j'ai une porte ouverte maintenant. J'ai lu on a vu que vous aviez parlé d'un sentiment que le vent avait tourné à la fin de l'année, dans le fond. Mais quel vent? Avant. Quel vent?
Bien, je pense que le tramway nous a amenés dans un vent assez négatif de pour et de contre, puis on se regarde en chien de faïence, puis on s'aime pas, si t'es pour, je suis pas d'accord, si t'es contre, je suis pas d'accord. Ce qui fait que, étant donné que c'était un des projets qui était le plus gros de l'histoire, dans le fond? Oui, plus gros, mais aussi très, très médiatisé tout le temps. Pour rien, là. Des fois, c'était banal, mais ça devenait médiatisé. C'est Voldemort qui bouffe tout. Là. C'est comme une espèce de trou noir qui bouffe tout. Fait que les gens ne voyaient plus non plus le reste de ce qu'on faisait. Parce qu'il n'y avait pas d'attention pour ça, il n'y avait pas d'intérêt pour ça. Mais maintenant, les gens disaient, faites juste vous occuper du tramway. C'était même pas 20 % de mon temps, c'était même pas 15 % de mon temps. Et là, avec le fait qu'on avance, on est sur les rails, ce que ça permet, c'est de dire, d'abord, on avance, mais l'autre chose, regardez ce qu'on fait ailleurs, regardez comment on bâtit cette ville-là que vous autres. Et la quantité de gens qui m'ont dit depuis le début janvier, on aime ce qu'on voit, on aime ce ton-là, on voit le changement, c'est inattendu. Pourquoi le tramway, à vos yeux, et je pense à la plupart des... Il y a plusieurs personnes qui pensent de même, mais pourquoi il est si important pour la ville? Bien, d'abord, OK, on va mettre juste en contexte. Présentement, on a un président américain, un peu erratique, mais qui fait des choses, puis même s'il est fait de façon erratique, s'il est fait, ça va nous faire mal. Des tarifs douaniers de 15, 20, 25 %, ça pourrait faire très mal à l'économie. Oui. Le premier ministre du Québec, M. Legault, a dit, bien, s'il fait ça, pour compenser ça, il va falloir faire un plan Marshall. Ça avait été fait après. Faire travailler, sortir des grands travaux. Exactement. C'est le temps de devancer les grands travaux qui sont à faire de toute façon pour faire en sorte que notre monde travaille. C'est ça. Ben, pas la première fois de l'histoire, mais ce serait probablement d'Adon là. Alors, sans même le savoir, parce qu'on ne savait pas que ça s'en venait, 7,6 milliards, parce que c'est ça présentement l'investissement public, c'est la Romaine, le barrage de la Romaine, c'est 7,2 milliards. 7,6 milliards, c'est probablement l'investissement public le plus important de l'histoire du Québec qu'on va faire dans la ville de Québec. Rajoute à ça 4,5 le développement milliards privé? Oui, de promoteurs immobiliers autour. C'est 4,5 milliards, pas sur 20 ans, sur 5-6 ans. On est à 12,5 milliards d'investissements publics et privés ici. Là, les gens vont dire, ouais, mais là, moi, je vais-tu voir ça? Tout le monde. Avant de mourir, c'est le gag de tout le monde. Avant de mourir, je ne prendrai pas le tramway. Mais juste pour l'économie, là. Juste compte tenu de l'incertitude, on va-tu refuser 12,5 milliards dans notre économie? Puis c'est pas juste ceux qui construisent, c'est pas juste ceux qui font du béton, ceux qui font de l'asphalte, ceux qui font les arboriculteurs, c'est pas juste ceux qui vont travailler sur le tramway, là. C'est tout le monde. C'est des avocats, c'est des architectes, c'est des ingénieurs, c'est des spécialistes conseils, c'est des firmes de communication. Et après ça, ces gens-là ont plus d'argent, puis c'est quoi? C'est du dollar loisir, c'est de la culture, c'est des dépenses d'un restaurant. Tout le monde va en bénéficier. Quand je disais que c'était une mini Bay James, je pense même que c'était exagéré. C'est une Bay James, c'est même pas une mini Bay James. C'est 12,5 milliards dans l'économie d'une ville sur 5 ans. C'est un cadeau immense. Puis en plus, on rajoute les temps d'incertitude. Pourquoi il faut le faire? Parce que pour notre économie, là, ça va être majestueux. OK. La question que tout le monde a probablement en tête, parce que là, à cause du changement, non seulement probable, mais annoncé au fédéral, puis la menace des conservateurs qui ont une avance presque insurmontable de ne pas financer le tramway, mais de faire ça pour le troisième lien. Bon, au lieu de tourner autour de ça, on pourra en parler. Mais moi, je veux savoir, est-ce que le gouvernement du Québec, vous espérez qu'ils disent, même si le fédéral garantit rien, on avance pareil? C'est tout ça présentement? Présentement, c'est ce qu'il fait. C'est ça, je me demandais. Il n'y a rien, il n'y a pas eu de bric-à-bras encore. Là. Non. OK. Non. Parce que, OK. Non, puis M. Legault est conscient que si on veut investir dans les infrastructures, bien là, il y en a une qui est prête. La CDPQ est prête, le gouvernement du Québec est prêt, nous, on est prêts, le fédéral a dit qu'il serait là, la Chambre de commerce le veut, plein d'acteurs le veulent, parce que c'est bon pour nos entrepreneurs, c'est bon pour nos employés, c'est bon pour notre économie. Alors, présentement, il n'y a pas de pied sur le frein. Ça avance au ministère des Transports, ça avance à CDPQ Infra, ça avance à la ville, on est tous là, puis ça accélère. Pourquoi on a l'impression que c'est compliqué, épouvantable? Ouais, parce que non, mais ça l'est quand même. Même si on dit que ça avance. Parce que ça fait 20 ans qu'on en parle. Et ce qui est plate, c'est que si on y croit, puis si on pense que c'est vraiment un élément de plus pour la ville, parce que c'est une ville qui essentiellement est très belle, très voulue, puis très... On pourrait quasiment être dans le tramway, là, si on n'avait pas tété, là. En bon québécois, là. Nantes a un tramway depuis 40 ans. Et les Nantais, en France, là, sont pas plus intelligents que nous autres, là. Puis ils célébraient ça cette semaine, puis ils étaient super fiers. Alors, même quelqu'un qui dit « Moi, j'aime pas ça, le tramway », même quelqu'un qui dit « Je le prendrai jamais », même quelqu'un qui croit pas à l'argument que si on met pas du monde dans le transport collectif, on va être trop nombreux sur les routes, puis on va tout être pognés, jammés dans le trafic. Mais mettons quelqu'un qui croit pas à ça. Le maire a tort, là, puis les démographes ils ont tort, puis la science a tort. OK, parfait. Revenons à la question économique, là. On va refuser 12,5 milliards parce que cet argent-là, si on ne l'apprend pas, il va aller ailleurs. Ah oui. C'est pas, on va le mettre, tu sais, les gens disent « Ouais, mais c'est le troisième lien ». OK, si le gouvernement arrive avec un beau projet pour le troisième lien, parfait. Mais ça, c'est dans 3, 4, 5 ans qu'on va commencer à le construire. Pas avant.
Alors, cet argent-là, c'est pas vrai qu'il va nous attendre. Mais non, pas du tout. Il va aller ailleurs. Dans ce temps-là, ils vont faire ce qu'il fait présentement le fédéral. C'est ça qu'ils font présentement. Ils ont investi à Edmonton, à Calgary, à Vancouver, à Hamilton, à Toronto, avec nos impôts. Puis pendant ce temps-là, on va dire non. On aimerait mieux que vous le mettiez à Montréal ou à Calgary. On aimerait mieux que vous le mettiez à Winnipeg parce que nous, on n'est pas sûr si c'est un tramway. 12,5 milliards. Moi, je le veux, je le prends. Demain matin, j'ouvre mon compte en banque, déposez ça, on va le donner aux gens. Avez-vous eu le temps de poser des questions à des gens qui en ont fait des tramways? Parce qu'il y a une variable qui revient tout le temps, puis c'est même pas une interprétation, c'est un fait. À chaque fois qu'un tramway est annoncé, ça râle, puis c'est 50-60% en partant qui sont contre, puis ça finit toujours par on en veut plus. Ouais, alors, courbe, quelle est... Il doit y avoir une explication. D'abord, la courbe, c'est l'incertitude au départ, parce que les gens ne l'ont pas vu. OK. C'est quoi cette affaire-là? On a-tu besoin de ça? Les gens qui en ont pris en Europe, tout le monde me dit, allez-y, on en a besoin. Et après, souvent, la courbe même à 10 minutes durant le temps des travaux. Parce que là, on voit les écueils, là, tu vois les contraintes. C'est dérangeant, c'est dérangeant. Ça peut baisser encore, autrement dit, l'appui. Ce que les Européens nous ont dit, des Américains qui en ont fait. Mais quand tu t'en attends, tu dis, OK, on va avancer pareil, si on y croit. Ouais. La pub qui avait été faite, qui était bonne, c'était, je pense que c'était en Suisse, si je me souviens bien. Il avait utilisé la pub d'un enfant qui a besoin de broches. OK. Puis il avait dit, le temps des broches, c'est pénible. Mais allez-vous empêcher votre enfant d'avoir des broches pour qu'après, il y ait une belle dentition? Bien, c'est ça qu'on fait. Oui, la ville, présentement, a des broches. Mais regardez la belle dentition qu'on va avoir quand ça va être fini. Non, mais l'idée n'est pas folle. Il y a un peu de sacrifice à faire, mais pour arriver à quelque chose où après, la courbe dont tu parles, elle augmente, tout le monde est satisfait. Puis en général, ce qu'on a vu dans toutes les villes, c'est qu'ils veulent des phases 2 et des phases 3, puis ils en veulent partout. Est-ce qu'on est capable... Personne ne veut revenir en arrière. Est-ce qu'on a réussi ou est-ce qu'on va être capable d'amenuiser les différences entre ceux qui se disent en banlieue puis qui n'ont vraiment pas besoin du tramway puis ceux qui sont en ville? Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a quand même une différence. Ouais. Moi, je vis en ville puis je vois que je regarde le système d'autobus. Tu sais, mettons, si t'es à Hauteville, il faut être honnête, là, mais si t'as 801, 800, 807, 802, tu sais, t'as des choix puis... je vous amènerais quasiment sur le Flexibus, mais tu sais, c'est une des plaintes les plus grandes. Tout le monde dit, les autobus sont toujours vides partout. À Val-Bélair, sont vides à Loretteville, sont vides. Ça, c'est une chose sur laquelle vous avez travaillé, entre autres, avec les Flexibus. Mais est-ce qu'il y a encore une rivalité, même si on le dit pas? Oui, hein? Oui, puis la rivalité... Faut être réaliste. On la voit plus dans le Nord. Beauport, mettons? Non, pas dans Beauport. Gifford, c'est pas pareil que Montmorency. OK. Plus t'es proche du centre, parce que Beauport, t'en as un métrobus. Charlebourg, t'as le 801 qui se rend, t'en as un autre métrobus. Mais plus tu vas... t'es excentré, plus on voit que la chimie avec la ville, il reste encore du travail à faire. Pas pour tous, mais pour certains. Et on le voit moins à l'ouest. Sainte-Foy, Cap-Rouge. Il y a moins ce sentiment-là d'avoir l'impression d'être loin. Mais dans le nord de Charlebourg, dans l'est de Beauport, autour du nord-ouest, là, on le sent. Et on y travaille, puis c'est pour ça qu'on amène beaucoup d'argent dans cette périphérie-là. Question simple, mais juste par curiosité, quand vous allez au IGA, au métro, M. le maire, on vous reconnaît, qu'est-ce qu'on vous dit? Lâchez pas. Essentiellement? Ah oui. Personne ne vous crie des noms. Souvent caché, peut-être. Ouais, non, mais essentiellement, c'est lâchez pas. Okay, lâchez pas, merci de ce que vous faites, on est derrière vous. C'est pas tout le monde qui pense ça. Mais non, il y en a qui ne parlent pas aussi. Là. Mais non. Puis c'est correct de ne pas parler. Quelqu'un qui ne m'aime pas, il n'est pas obligé de... Mais non. Je pense que je t'avais déjà conté l'histoire de la quincaillerie, là. Tu sais, le gars qui me dit, moi, je vous aime pas, il me servait de la peinture. Tu n'es pas obligé de me le dire. Tu vas aller voter, tu vas voter pour quelqu'un d'autre. Tu as le droit, c'est ça, la démocratie. Le samedi matin, tu n'es pas obligé de me dire que tu m'aimes pas. Tu n'es pas hypocrite parce que tu me l'as pas dit. Fait qu'il y a des gens qui font juste, lui, je l'aime pas, je voterai pas pour lui, puis il m'en parle pas. Mais dans le regard d'un politicien, quand tu regardes les gens, tu vois comment les gens t'apprécient ou pas. Ça change, là. Dans une année, il y a des cycles. Est-ce qu'on vous voit encore comme le gars qui vient du social, qui est plus social? Labaume était plus un entrepreneur, plus économique, puis Bruno Marchand n'est pas près des gens d'affaires, tout ça. Est-ce que c'est encore vrai, ça? Est-ce que vous le sentez comme ça? En fait, je pense que cette étiquette-là, on ne me la donnera jamais. D'entrepreneur ou d'homme d'affaires? Non. Puis pourtant, moi, je pense que je suis un gars business. Même si j'ai été dans le social, j'ai fait du social business. Fallait que ça marche, fallait que ça rapporte. Avec des preuves, avec des retours sur investissement. Et je pense pas que... Ça vous donne rien d'attendre, dans le fond. Là. Non, mais ça m'empêche pas de développer l'économie puis l'économie de demain. Ça m'empêche pas. Je pense que les gens à Montréal, présentement, envient notre écosystème entrepreneurial. Tellement qu'on a mis de soutien pour faire en sorte que les jeunes poussent, celles qui se développent, celles qui sont dans des étapes de croissance à travers les incubateurs, mais à travers tout ce qu'on met autour, fait en sorte qu'on a un système économique ici, un écosystème vraiment riche. Et je pense que M. Labaume a fait beaucoup. C'est pas juste nous, le gouvernement du Québec nous aide. Mais on a mis le pied sur l'accélérateur.
Je pense pas que les gens un jour vont me donner l'étiquette, mais je pense que ce qu'on fait pour l'économie, là, c'est extraordinaire. Mais on ne vient pas mal pour avoir des trophées non plus. Là. Bon. L'innovation... Si tu fais ça, tu vas être malheureux. Non, tu vas être malheureux. Parce que regarde, on commence à voir... Votre statut... mais on commence à voir l'héritage de Jean-Paul Lallier. J'exagère un peu, mais, quand Jean-Paul est parti, tu étais à la radio à l'époque, tu te souviens de tout ce qui se disait, puis de la médisance, là. Moi, j'avais, à l'époque, j'étais bénévole, OK? Puis il m'avait demandé un peu d'aide. Puis dans son parti, il nommait même pas son nom. Le monde avait peur de nommer son nom. D'être identifié. Oui. OK. Tu sais, c'est probablement un des plus grands maires de l'histoire moderne du Québec. Qu'on soit d'accord, on n'est pas tout d'accord, mais il y a des affaires qu'il a fait extraordinaires, puis tout le monde les reconnaît aujourd'hui. Le tigre économique que nous sommes devenus, il y a contribué grandement. Pas tout seul, avec son équipe, puis des entrepreneurs, mais... Quand il est parti, il était devenu persona non grata pour plusieurs, même des gens dans son parti, imagine. C'est ça la politique, c'est le côté cruel. Fait que si tu veux être populaire, va vendre de la crème glacée. Pas trop cher. Fais pas de la politique, c'est ça. Mais pas trop de taxes. Mais je veux parler d'une chose dont on parle peu, peut-être vous dans les officines, mais tout ce qui s'appelle l'industrie, l'innovation en technologie, parc technologique, c'est très important à Québec. Si on ajoute à ça les 25 000 emplois liés à l'assurance, c'est une ville où il y a des bonnes jobs. Jusqu'à quel point la ville intervient là? C'est-tu plus provincial, fédéral, ça, ou la ville est dedans? Là? Non, la ville est dedans. Okay. À plusieurs égards. C'est important. Mais avec nos partenaires du Québec aussi. Ah oui, mais oui, la ville, il faut qu'elle soit dedans. À plusieurs égards. La ville, elle crée un terreau fertile. Le terreau, ça va du lieu où les gens peuvent aller. Par exemple, présentement, on n'a pas de parc industriel avec beaucoup d'ouverture. On n'a pas beaucoup de terrain industriel disponible. Mais si tu n'en développes pas, qu'est-ce que ça fait? Les prix montent, mais tu n'es pas capable d'amener de nouvelles entreprises. Alors, on crée le terreau avec des conditions, avec des terrains disponibles, avec des écosystèmes qui font en sorte que le monde a le goût de venir ici. C'est ça, une ville. Les gens oublient qu'une ville, même si ça a une assise sur un terrain, là, on est en compétition comme un club de hockey dans la Ligue nationale avec d'autres. C'est drôle, Bruno, parce que quand je parle à mon beau-père, qui était 12 ans maire de Cap-Rouge, je lui dis, on a développé Ville de la nature, tu vas attendre, mais après ça, on n'avait plus de terrain. Ouais. La ville était à 14 000, c'est fini. Ouais. La Ville de Québec, va-tu arriver là, mais on n'a plus de terrain? Ah, plus de terrain, oui. Mais on n'est pas là. Non, on n'est pas là, mais on a décidé que notre périmètre, ce qu'on appelle le périmètre qui est non urbanisable, le périmètre d'urbanisation versus l'opposé, on n'allait pas l'agrandir. Okay. Parce que la ceinture verte autour de Québec, qui est une richesse de Québec en matière forestière, mais aussi en matière d'environnement et de tout, on est une ville qui a un pourcentage sur l'ensemble de son territoire de couvert forestier énorme. C'est une richesse de biodiversité. Mais les gens sont fiers de ça. Ils veulent ça. Ben oui. Donc, il faut densifier si on veut grandir. Mais densifier heureusement. Densifier avec des +1 dans des quartiers comme Charlesbourg, dans des quartiers comme Cap-Rouge, dans des quartiers comme Beauport. Densifier un peu plus intensément lorsqu'on est capable de passer de 2 à 3, 4 étages dans des petits quartiers. Ça veut dire déréglementer aussi. Oui, c'est ce qu'on fait. Vous êtes là-dedans, là. Oui, c'est ce qu'on fait. Et on ne peut pas présentement... Les gens, une chose qu'il ne faut pas oublier, là. Les gens de la ville sont ambitieux, puis ils veulent des services, puis ils veulent que notre ville soit à la page, soit au goût du jour. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va toujours coûter plus cher. Les services coûtent plus cher. Alors, plus on est nombreux à payer ça, plus on y gagne. Fait que si on arrêtait, on dit on arrête le développement, on va rester 600 000 à Québec. On ne bougera pas un de plus. On dit à tout le monde qui veut venir ici, si en part un, tu pourras rentrer, sinon tu ne peux pas rentrer. J'exagère, mais juste pour l'image. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, ça va coûter plus cher, mais on va être encore 600 000 à payer, ce qui ça coûte plus cher, donc ça va tous nous coûter beaucoup plus cher. Okay. Accueillir du monde, accepter l'attractivité, c'est aussi se dire, bien, il y a plus de gens qui vont nous servir à payer ce qu'on a besoin, plus d'entreprises qui vont vouloir venir ici, plus d'attrait pour des travailleurs, ça crée un buzz incroyable. Donc, il faut être ouvert à ça. On est une ville attractive, on est une ville... Quand les démographes nous disent que d'ici 2051, on va être 800 000 au lieu de 600 000, c'est la plus grande croissance au Québec de toutes les régions du Québec. Bien, ça, pour le faire, il faut bien le faire. C'est une bonne nouvelle, ça? Ben oui, c'est une bonne nouvelle. Mais il faut le faire intelligemment. Puis pour le faire intelligemment, il ne faut pas le faire en urgence. C'est drôle parce que je me disais, moi, quand j'étais plus jeune, je vivais à Loretteville. Bon, j'ai vécu à Loretteville 27 ans. Puis quand la ville décidait, on fait une bibliothèque municipale. Moi, je suis pas allé à la bibliothèque municipale, mais j'ai payé des taxes. Ouais. Après ça, on fait une piscine municipale. Je suis jamais allé me baigner à la piscine. Ouais. Mais tu sais, c'est des services. Fait que moi, je fais un lien. Peut-être que je suis dans le champ complètement, mais je fais un lien, même chose avec le tramway. Quand je le prendrai pas. Mais est-ce que tout le monde va le prendre? Non. Mais non. Est-ce que c'est comme une piscine municipale? C'est plus gros. Je comprends que c'est plus d'argent. Mais c'est le même principe. Une bibliothèque, tu iras peut-être pas, mais ça en prend une. On a agrandi l'autoroute Henri IV, on a rajouté des voies, ça a coûté 300 millions. Faut-tu demander à ceux qui ne l'utilisent pas s'ils sont d'accord ou pas? Ils vont te dire non. Si on est juste en mode, ce que j'utilise pas, je le veux pas, on s'en sort pas. Parce qu'à ce compte-là, moi, je suis pas d'accord qu'il y ait une piscine à Charlesbourg, je ne vais jamais.
Ouais, mais là, ça n'a aucun sens. Les gens de Charlebourg en ont besoin. La patinoire réfrigérée, je ne voudrais pas qu'elle soit ailleurs que dans mon arrondissement. Oui, mais c'est ça une ville. On met en commun notre capacité de payer, puis on se paye ensemble des services. Et l'importance de ces services-là proches des gens fait en sorte que oui, il y a des services à Charlebourg. Oui, il y a des services à Beauport. Oui, il y en a dans des rivières. Puis c'est vrai que les gens de Sainte-Foy ne vont pas nécessairement à la patinoire réfrigérée de Bon-Pasteur, mais dans 4 ans, il va en avoir une à Sainte-Foy, puis ils vont en bénéficier, puis les gens de Charlebourg vont l'avoir payé aussi. Est-ce que vous mesurez à Québec si l'après-pandémie, où il y a quand même beaucoup de gens de télétravail qui travaillent à la maison, est-ce que ça a eu un impact sur la congestion, sur les problèmes de fluidité? Pas vraiment? OK. 30% pendant un bout de temps? Oui, mais là, ça revient, c'est ça? 30% d'augmentation. Et bâtins. Ce qui a changé, la chose qui a changé... On dirait que j'arrive pas à comprendre. Je connais plein de mes amis qui restent à la maison. Oui. Et ce qu'on voit... Puis on arrive sur la route à 10 h du matin, puis c'est plein de monde. Exact. Il arrive de où? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore des bouchons qui sont bon, je t'expliquerai pourquoi. Mais ce qu'on voit aussi, c'est des bouchons le midi. C'est des bouchons à des heures qu'on ne voyait pas avant. Par contre, il y a des journées où c'est moins pire. Le lundi matin, puis le vendredi, c'est moins pire. Le mardi, mercredi, jeudi, c'est des journées plus compliquées. Parce que les gens, souvent, ceux qui peuvent faire du télétravail vont peut-être le faire le lundi, partir la semaine, chez eux, font leur réunion. Mais pourquoi? Mais d'abord, parce que c'est pas vrai que quand on est en télétravail, on n'utilise pas l'auto. Puis c'est correct, c'est pas un blâme. Il y a plus d'autos qu'avant. On est plus de monde, puis il y a plus d'autos. 4 autos par maison, ça existe, là. Oui, ça existe. 2 enfants, ben oui. Fait qu'on veut tous de la fluidité. On veut tous se rendre à destination rapidement, puis moi, je comprends les gens de vouloir ça. Si on veut faire ça, si on veut garder la fluidité et même l'améliorer, il faut trouver des solutions. Ceux qui critiquent présentement, ils n'en ont pas de solution. Ah, on n'est pas d'accord. OK. Ben non, c'est le troisième lien tout le temps. La solution à tout régler, ben c'est ce qu'on entend. Moi, c'est ce que j'entends. Oui, mais le troisième lien, puis le gouvernement, la Caisse de dépôt n'est pas arrivée avec ses analyses à dire le troisième lien va fluidifier la vie à Québec. Ils ont dit le troisième lien va être utile pour les gens de Lévis, puis à Québec, ça va créer de la congestion. Alors là, le gouvernement du Québec analyse ça, puis il va arriver avec des propositions pour dire voici comment on va améliorer pas la congestion, mais qu'on va décongestionner Québec. Alors oui, s'ils arrivent, ils vont aider une partie de ceux qui vont l'utiliser pour être décongestionnés. Mais c'est pas vrai que quand tu es à Val-Bélair, puis tu rentres en ville, que le troisième lien va changer quelque chose dans ta vie. Là. C'est pas vrai que quand tu es dans Duberger ou les Saules, puis tu t'en vas travailler à Sainte-Foy, que ça va changer ta vie. C'est pas vrai que si tu pars de Beauport, puis tu t'en viens travailler au centre-ville de Québec, ça va changer ta vie. Ça va changer la vie de certaines personnes, et espérons que ça va aider. Puis le gouvernement du Québec pourra faire la démonstration. Mais si ça n'améliore pas le quotidien des gens de Québec, on n'aura pas réussi. La réalité, c'est que le public qui nous entend aujourd'hui, qui suit l'actualité, comme il y a eu tellement de changements d'idées du gouvernement provincial particulièrement, le troisième lien et le tramway, c'est des bons exemples, ou des mauvais exemples, que ça dépend comment on le regarde, c'est très difficile, pas nécessairement de croire le maire de Québec, tout ça, mais c'est très difficile d'être convaincu que ça va se faire, ni un ni l'autre. Il y a des gens qui pensent encore que le tramway ne se fera pas parce que les idées ont changé. Puis quand on entend Mme Guilbeault dire le troisième lien, c'est sûr, mais il n'y a pas d'études, il n'y a rien. Même M. Lehouillier dit moi, je ne crois plus. Ouais. Hey, pensez-vous que le public, c'est pas de même? Ah ben oui, les gens ont le droit d'être sceptiques. Puis ben écoute. Parce qu'à cause de l'histoire, je les comprends. Avance, recule. Mais pour vous, c'est pas navrant par moment? Ben, alors, je préfère regarder ça avec le verre à moitié plein. Okay. Je pourrais regarder le verre à moitié vide et dire tu avais raison, on pourrait être dans un tramway maintenant. Ouais. Bon, on ne l'a pas fait. Maintenant, on va en bénéficier dans un moment où économiquement, on en a besoin. Ça va nous aider. Le verre est à moitié. On ne l'a pas fait avant. Quand même qu'on chiquerait à guenille, on va vider le bar, puis on n'aura pas plus de solutions. Le passé, on peut pas le corriger. Éléments intéressants, je trouve, depuis le début du podcast, c'est j'espère qu'il y en a eu plus qu'un. Mais c'est l'idée de M. Trump, avec sa pression puis sa menace, le fait que souvent, dans ces cas-là, il faut se redresser les manches, puis on travaille. Donc, on a un projet, c'est vrai, il y a un très gros projet qui est là, qui est prêt. Fait que probablement que ça c'est une passe à palette, possiblement. On ne peut pas présumer de rien. Ah, mais c'est une passe à palette, parce que si on voulait préparer un projet d'infrastructure important, c'est long, là. C'est 15 ans préparer un barrage au Québec. C'est long, là. Alors, on n'est pas en train de faire un barrage en ville, c'est pas de ça que je parle. Mais les gens le voient sur le troisième lien. Mme Guilbeault a dit, moi, j'y crois, on va présenter quelque chose. Il y en a pour des années, c'est normal. Tu peux pas présenter n'importe quoi. Il faut que tu fasses des études. Il va être où? C'est pas pareil s'il arrive à l'île d'Orléans que s'il arrive à Cap-Rouge, que s'il arrive à côté des ponts, que s'il arrive... Alors, le travail est long. Là, on en a un qui est prêt. Pour moi, c'est miraculeux, là.
Une des choses, moi, comme observateur, étudiant en journalisme, que je trouve qu'on vend pas assez l'élément long terme. Je vais m'expliquer sur et le tramway et ceux qui font des métros, c'est la même affaire. Parce que notre façon de voir les choses, particulièrement au Québec et au Canada, c'est 25 ans. Tu achètes une maison, tu payes ça en 25 ans ou 30 ans, puis ton hypothèque, c'est 25-30 ans. Moi, dans mon livre, je regarde le métro de Londres. Il était construit en 1844. Ouais. C'est 150 ans, ça. Ouais. Un tramway. Moi, je vois pas... moi, personnellement, les gens vont dire, mais je veux juste parler du calcul. Je vois pas ça comme une maison. Moi, je vois ça comme 50 à 75 ans. C'est sûr. Mais je jouerais bien plus ça. Oui, ça coûte 7 milliards, mais on va l'avoir pour 100 ans. Mais t'as raison aussi. C'est toute la différence dans le financement, je trouve. Oui, puis on peut facilement mettre le terme de 40 ans, 45 ans, parce que l'infrastructure, il va falloir l'adapter. Mais c'est sûr qu'il faut l'entretenir, oui. On la repart pas à zéro, là. L'entretenir, c'est pas les mêmes coûts que en refaire un nouveau, tu as raison. Les sans-abri, il faut en parler. Évidemment, la violence, ça, c'est une problématique. C'est pas Québec, c'est pas l'apanage de Québec seulement. Non, c'est un problème. C'est une problématique ici aussi. Puis, est-ce qu'on avance là-dedans? Est-ce qu'on trouve... Parce qu'il n'y a pas de solution simple là, de ce que je vois. Je pense qu'on avance. Le problème, c'est qu'on est de 3 coups derrière. Parce que pendant qu'on fait des choses, la problématique augmente. Fait qu'on fait des choses, mais la problématique se sauve. Fait que c'est pas assez. C'est jamais assez. 3 coups derrière. Il faut donner un remède drastique. Puis ce remède-là, les solutions existent. Il faut que le gouvernement du Québec s'y mette. Il a mis plus d'argent, le gouvernement du Québec. Mais on reste 3 coups derrière. Mais c'est juste une question d'argent? C'est une question de vision politique. Il faut avoir de l'ambition. Puis après ça, c'est une question de mesurer. Ça, quand je te parlais de business tantôt, j'étais le premier et je continue à dire il faut des chiffres annuels. En itinérance, si tu n'as pas de chiffres, tu n'as pas de problème. C'est pas vrai. Non, je comprends très bien. Mais si on nous disait présentement où on en est, parce qu'on n'a pas eu de chiffres depuis 2022, bien, on ne peut pas savoir ce qu'on fait, ça marche-tu ou ça ne marche pas. On est sur des impressions. Ouais, moi, j'ai vu un itinérant, il avait l'air à se décompenser, j'aime pas ça, je comprends. Y en a-tu plus ou moins? Ah, moi, je pense qu'il y en a plus. Moi, je pense que ça va mieux. On dit n'importe quoi. Il faut des chiffres. Il faut une volonté politique, il faut des chiffres. Puis après ça, appliquer une recette qui est quoi? C'est du logement et de l'accompagnement. Il faut s'attaquer à l'itinérance visible. La première à laquelle il faut s'attaquer, c'est l'itinérance visible pour démontrer des résultats concrets, prendre soin du monde, les sortir d'un endroit où ils vivent le calvaire. J'écoutais un expert de la sécurité publique dire qu'à Montréal, par exemple, à cause du froid, tout ça, il y a beaucoup d'itinérants dans le métro. Puis évidemment, là, ça devient un enjeu de sécurité publique parce que le monsieur ou la madame avec sa valise qui revient de travailler, puis qui se fait crier après, puis qui se fait courir après, il a peur. Ah oui. Puis on comprend ça, là. Fait que, tu sais, par quel bout on prend ça? T'as des gens qui ont des problématiques, la drogue ou autre, qui ont vraiment des problèmes. Puis ils sont là, puis en même temps, on a tous des bonnes volontés, mais tu veux pas les avoir à côté de chez vous non plus, parce que moi, j'essaie de voir comment ça peut-tu se régler? Ça me semble impossible. Non, mais la Finlande le règle. La Finlande est partie de 18 000 itinérants, ils sont rendus à 3 000 sans avoir 0 en 2027. On peut pas les imiter? Ben oui, on peut les imiter. On peut adapter. Mais ça prend plus de moyens. Ben, la première chose qu'ils ont faite en Finlande, c'est de dire on va atteindre l'itinérance zéro. Ils ont exprimé une volonté. Vous l'aviez pas déjà dit, oui. Moi, oui, mais l'itinérance, ça fait partie de la santé et des services sociaux. Ça, c'est un champ de compétences du gouvernement du Québec. Alors, nous, on en fait plus qu'avant. On a mis des millions de plus qu'avant. En même temps, il faut que le gouvernement du Québec... Moi, j'aimerais ça que le premier ministre sorte un jour et dire on va atteindre l'itinérance zéro. Ben oui, ça va être dans 10 ans. Ben oui, ça va être dans 12 ans. Mais qu'un premier ministre ait une ambition de dire on va atteindre la Lune. Parce que si tu ne vises pas la Lune, tu ne te rendras pas. Alors, on va atteindre la Lune. Oui, ça va prendre des années. Comme l'ont fait bien d'autres femmes et hommes en politique. On vise quelque chose d'ambitieux. On mesure si nos efforts annuels nous donnent des résultats. Puis on pose des gestes que d'autres ont posés qui donnent des résultats. Québec, on en parle, la ville a une riche histoire, patrimoine culturel évidemment important. Est-ce qu'on en fait assez pour préserver ça puis pour stimuler ça? Parce que ça vient toucher aussi au tourisme. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour ça. Là, c'est sûr, c'est notre cœur. On est-tu pas pire là-dessus? Est-ce qu'on en fait assez? On est meilleur qu'on était. OK, on est mieux. Meilleur qu'on était à identifier, à répertorier, à prendre des mesures, à protéger, puis à prendre des sanctions. Puis on travaille un paquet de mesures, notamment dans le Vieux-Québec, pour ramener des résidents. Le Vieux-Québec s'est dégarni de ses résidents. C'est pas la faute de personne. Ça a été comme ça dans tous les centres-villes historiques du monde. Je suis président des villes patrimoniales. On le voit partout. On le voit partout. Les centres-villes se désertent des habitants locaux, se remplacent par des Airbnb qui sont très payants, mais qui n'amènent pas une vitalité intéressante, qui font sortir la culture locale. C'est pas ça que les touristes viennent chercher. Fait que t'as des effets délétères. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramener, entre autres, des résidents dans le Vieux-Québec. Puis là, on a fait beaucoup de gestes très, très significatifs, notamment l'école Saint-Louis de Gonzague, notamment l'îlot Saint-Vincent-de-Paul, qui vont donner des fruits à moyen et long terme. Il faut prendre le temps de construire et d'adapter. On ramène les 500 résidents de plus dans le Vieux-Québec. On inverse la tendance. On va avoir des
commerce de proximité, on va avoir une vie intéressante localement. Ça aussi, ça va aider à protéger le patrimoine. Parce que du patrimoine, ça coûte cher à protéger. Alors, si tu n'es pas capable d'avoir du monde qui ont un intérêt, qui sont bien, bien, si le monde déserte, tu as de la misère à protéger ton patrimoine. La ville ne peut pas tout protéger le patrimoine. Elle a besoin de partenaires. Ces partenaires-là, ils vivent dans le Vieux-Québec. Quand il y a des bonnes années touristiques, comme c'est le cas cette année, puis il y a une tendance de fou, est-ce que pour la ville, c'est aussi beaucoup de revenus? Parce que je pense tout le temps que c'est le provincial puis le fédéral qui ramasse les taxes. Ils en font plus que nous autres. Mais c'est pas mauvais pour la ville. Non, mais c'est bon parce que, évidemment... L'attrait est souligné. Plus économiquement, mieux ça va économiquement, c'est un gain pour tout le monde. On veut ça. Mais en termes de taxation, nous, on a une taxation sur la valeur mobilière. Fait que oui, les commerces qui prennent la valeur, les restaurants, les industries, les bâtiments qui prennent la valeur, ça nous amène plus de taxes. Mais il reste quand même qu'une grande année touristique n'amène pas tant que ça. C'est au provincial plus. Pour les payeurs de taxes, c'est bon. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est bon. Mais puis en même temps, c'est bon pour nous. Ben oui. Parce que on amène une manne de gens qui dépensent dans nos commerces, qui, eux, sont capables de dépenser dans des commerces locaux, qui font vivre l'économie, qui font tourner l'économie. On parle de nous, ça crée de l'attraction. C'est que ça a des effets hyper bénéfiques. Comment on voit l'évolution du Vieux-Québec et justement la manne touristique? Parce que le Vieux-Québec, ça reste... tout le monde le comprend. Si moi, je vais à Paris la première fois avec mon fils, il va vouloir aller voir quoi? Ouais. Ben, les attraits principaux. Tu vas pas à la Défense. Hein? Non, pas du tout. Alors, les gens qui arrivent la première fois à Québec, ils ne demandent pas d'abord d'aller à Saint-Ville. Non. C'est normal. Non. Fait que donc, si j'ai le parent le parle, ils vont aller à Loretteville. Loretteville, oui, absolument, la rue Racine. Ça non, mais c'est beau, ça. Oui, ce coin-là, ça fait du bien, je dirais. Mais non, c'est ça, je me dis, c'est normal que les gens veulent aller en ville, puis c'est assez restreint quand même. Mais moi, ça me fait toujours plaisir et c'est le fun de voir les gens nous dire, les touristes qui nous parlent, parce que je marche énormément en ville, puis j'entends tout le temps la même chose, je pense tout le temps à P. Michel Bouchard dans ce temps-là, il dit, c'est beau, c'est sécuritaire, c'est propre. Puis c'est propre. Ouais. Mais j'ai dit, c'est la base. Oui. Mais c'est pas toutes les villes dans le monde. Hein? Non, mais il y a un accent. En tout cas, ça, c'est la ville. Ça, c'est la ville. Si vous ramassez les vidanges 2 fois par jour quand il y a du monde, c'est ce qui fait que ça déborde pas. Puis que bon. Ça, la verdure, on passe l'été nos camions citernes pour nettoyer la rue, la rendre propre. Il y a plein de mesures qui sont prises qui font en sorte que c'est propre. Les citoyens de Québec sont fiers aussi. Il y a des citoyens des villes dans le monde, ils ont fini d'un papier, ils le tirent au bout de le bras. Ben, t'as beau avoir les équipes d'entretien pour ramasser. Ça reste. Moi, je dirais aux gens, testez-le pas, parce que ça le fait crier par la tête. Tu prends une canette, t'attires dans la rue. Hey, t'es échappé de quoi? Non, on se le fait dire, là. Puis ça fait partie de notre culture. Ici, on vit dans un lieu qui est propre. Et on a tous la responsabilité de le garder propre. Alors oui, la ville a sa responsabilité, mais on ne peut pas faire ça sans les citoyens. Et les gens, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent exactement ce que tu as dit. C'est beau, magnifique, c'est propre, puis c'est sécure. Comment on peut. Ils nous disent aussi que c'est vert. Ils sont impressionnés par la verdure. Comment on peut assurer la croissance économique en préservant la qualité de vie des gens? Démographique plus qu'économique, excuse-moi. Donc, on sait qu'il va y avoir une croissance. Ouais. C'est quoi les variables les plus importantes à surveiller? Ben, le logement, oui, mais outre ça? Ben, logement, mobilité. Parce que si tu amènes 200 000 personnes, puis tu n'as pas pensé à ta mobilité, puis tout le monde est pris dans le trafic, on va dire, le monde est là dans le gargoton. Là. Puis tu peux pas régler ça quand tu es dedans. Mais le problème qu'on a, c'est que c'est plus facile comme politicien d'attendre que le problème te pète d'en face, de jouer au sauveur, puis de regarder, j'ai une solution. Quand tu arrives, tu dis aux gens, puis c'est pas juste comme politicien, mais c'est entre autres comme politicien, je vois poindre, parce qu'on a des données démographiques, des enjeux d'ici 15 ans, 10 ans, 20 ans, puis on devrait tout de suite chercher des solutions, parce que ça prend pour certaines de ces solutions-là 5 ans, 10 ans à mettre en place. Les gens, c'est comme si tu disais à l'été, on va se préparer à l'hiver. Quelqu'un qui n'a jamais vécu l'hiver, il fait, pourquoi on se prépare à l'hiver? Il fait 20 degrés, il fait 25 degrés, correct, là, tout va bien. Non, je vous le dis, j'ai vu sur mes radars que cet automne, il va faire froid, ça va descendre en bas de zéro, puis cet hiver, il va avoir de la neige. Je te crois pas, regarde dehors, il fait beau. Non. Il faut être capable de voir en avance, puis de dire, à travers, comme les saisons, à travers ce qui s'en vient en démographie, si on veut que la qualité de vie soit préservée, bien, ça suppose quoi? Ça suppose de s'adapter aux nouveaux enjeux. Alors, je te parle de logement à mobilité, on parle de sécurité. C'est pas pour rien qu'on a engagé plus de policiers et qu'on a investi dans la sécurité publique. Il y a des enjeux liés au crime organisé, mais on va pas laisser la ville en se disant c'est pas grave, c'est le crime organisé rentre dessus, ils vont se départager ça. Non, vous n'êtes pas bienvenus ici. Retournez chez vous, retournez d'où vous venez pas ici. Fait qu'on a plus de policiers. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assure d'investir dans nos infrastructures de parc, que ça soit beau vivre dans le Très-Carré à Charlebourg, que ça soit beau vivre au Saule, que ça soit beau vivre sur la rue Racine. Les gens veulent être proches de où ils habitent, veulent consommer où ils habitent, veulent vivre où ils habitent, puis ils sont très fiers de leur ville, mais ils veulent d'abord que ça soit beau chez eux.
Et ça aussi, ça permet de diviser l'arrivée de la population dans toute la ville et non pas seulement à un endroit. Monsieur le maire, il y a une élection qui s'en vient. Cet automne, je pense que je ne vous l'apprends pas. Mais souvent, on est tenté, quand on est dans ce genre de job-là, de ce que j'entends, je présume, là, mais de toujours avoir des nouveaux projets. Mais des fois, il y a des maires qui vont dire non, moi, je vais essayer de continuer ce qu'on a là, on en a plein nos culottes. Là. Quelle est votre vision du prochain mandat? Ouais, tu ne peux pas juste dire je vais continuer ce qu'on a là. Ça prend d'autres. En politique, il y a un proverbe, dicton, qui dit tu ne peux pas faire campagne sur ton bilan. OK. Ça ne veut pas dire que ton bilan, les gens le tiennent en considération, mais si tu fais juste dire, regardez... Faut regarder en avant, tu n'as pas le choix. Regardez, moi, je pense qu'on a été comme équipe extraordinaire gestionnaire en matière financière. Les finances de la ville sont top. M. Labaume a fait un bon travail. On l'a encore bonifié. Notre dette diminue. Ça, c'est important pour moi, contrairement aux autres villes. Les taxes sont maîtrisées. Les taxes sont maîtrisées, sont moins hautes qu'ailleurs. Puis on va avoir un comparable qui va sortir sur nos taxes commerciales et industrielles. Puis on a amélioré la situation. Les finances de la ville, c'est bien géré. L'argent, on la traite avec prudence. On investit dans des endroits, puis on fait les dépenses, puis on fait les rapports, puis on est une des villes avec la reddition de comptes la meilleure au Canada, c'est ce que C.D. Howe nous a dit. Ça, pour moi, c'est la base. Okay. Après ça, notre bilan, c'est quoi? Regardez ce qu'on a fait. Okay. On vous avait parlé de santé, on vous avait parlé de mobilité, on vous avait parlé de logement, mais c'est ça qu'on fait. On y va avec nos priorités, puis après ça, les gens jugeront si notre bilan est à la hauteur de ce qu'ils s'attendaient de nous. Mais les gens vont vouloir savoir, OK, mais... On s'en va vers où? Tu demandes 4 ans pour faire quoi? Ouais. Tu veux juste... regardez ce que j'ai fait avant, vous devriez être satisfait. Non. Tu vas juste mettre d'autres vélos, là. C'est ça. Quelle est la vision? Comment tu dis que tu aimes ta ville, tu dis que tu aimes ton monde, qu'est-ce que tu vas mettre de l'avant? Qu'est-ce que tu vas faire? Quels vont être les éléments forts qui vont faire en sorte que tu positionnes Québec dans l'avenir comme la plus belle ville au monde? C'est des bonnes questions, ça. On peut-y répondre? Hein, ça va être une belle campagne. Hein? Ça va être une belle campagne, mais les gens ne seront pas étonnés. Je parle de santé durable. Je vais continuer de parler de santé durable. Je vais continuer de parler de santé durable parce qu'une ville, puis dans la campagne, on va arriver avec des engagements concrets, mais sous la santé durable, ça va être un de nos grands thèmes. Offrir la santé aux gens, là, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire. Statistique intéressante. Entre 1900 et 2000, donc sur 100 ans, on a gagné en Amérique du Nord, en Occident, 30 ans d'espérance de vie. Donc les gens vivaient 30 ans de moins en 1900 qu'en 2000. Quand on demande aux gens pourquoi, les gens nous disent c'est à cause des hôpitaux, les médecins, les vaccins. La science. C'est vrai. Mais c'est 8 ans sur les 30 ans. C'est seulement 8 ans. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas d'hôpitaux. Non. On les prend, ces 8 années-là. Il n'y a personne qui nous écoute. Il doit y avoir la nourriture et les habitudes de vie. Après ça, habitudes de vie, environnement. Où tu vis, c'est un endroit qui fait en sorte d'influencer ta durée de vie et ta durée en santé. Si c'est un endroit qui est beau, où tu peux marcher, si tu as des commerces locaux, là, c'est pas juste que tu marches moins pour t'alimenter. La différence entre un commerce local et un commerce où personne ne te connaît sur la santé mentale, c'est énorme. Tu veux dire que tu peux avoir une relation, tu peux connaître le gars, tu peux connaître la fille. Tu peux connaître le client qui, lui, est là le samedi matin quand tu vas acheter ton café. Bonjour monsieur, Comment ça va bien? Puis, ça veut pas dire que c'est ton ami, mais tu appartiens à une communauté. Sur la santé mentale, c'est énorme. La capacité de te déplacer. Hein? C'est sécure en ville, c'est déneigé. Même on peut sortir le soir. Oui, on peut sortir le soir. Donc, tu te déplaces à pied. Ta santé en est gagnante. La santé, une ville peut offrir ça. Pas dans ses soins de santé, pas à gérer les hôpitaux, en prévention. Quand une ville comme nous dit on veut que les gens vivent chez eux 20 ans de plus, parce que le modèle québécois, il y a quelque chose qui ne marche pas. Les gens étaient chez eux, puis on leur disait, maintenant, là, quand vous arrivez avec 70 ans, 65 ans, 75 ans, dépendamment de votre santé, il faut impérativement passer en RPA. C'était ça un peu le modèle. Ouais. Non, les gens veulent rester chez eux. Quelqu'un qui veut en RPA, il a le droit. Ben oui. Les gens veulent rester chez eux. Ils aiment leur quartier. Leurs amis sont là. Ils connaissent leurs habitudes. Ben oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin que leur quartier soit adapté. Ils ont besoin que dans les bibliothèques, par exemple, des personnes âgées, on les aide avec leur littératie numérique. Comment faire pour payer un compte sur Internet. Ils ont besoin d'avoir accès. Ils ont besoin... Quand on parlait de zone piétonne, une des choses qu'on va faire avec la sécurité routière, là, c'est que tes enfants doivent être protégés, mais aussi tes personnes âgées. On va augmenter les feux de signalisation pour traverser. On va augmenter le mobilier urbain qui fait qu'une personne aînée qui part de son lieu de résidence ou de sa résidence personne âgée puis veut s'en aller au centre d'achat à pied ou s'en aller au commerce à pied, mais il va avoir du mobilier qui fait que tu as peut-être 80 ans, tu marches peut-être plus un 2 km en continu. À tous les 300 mètres, tu peux t'asseoir sur un banc. Ça me fait penser aux sentiers scolaires qui existent. Dans le fond, c'est le même principe. On va protéger les jeunes dans des corridors scolaires. Oui, on va protéger nos personnes aînées pour qu'elles puissent garder cette mobilité-là, rencontrer du monde. C'est ça, offrir la santé. Est-ce qu'au plan personnel, Bruno, en fait, le fait que ça a râlé beaucoup quand on a parlé des vélos électriques puis à vélo puis la patente, mais finalement, c'est un succès, je pense, que personne n'avait vu. Là. Personne n'avait prévu. Là. Autant que ça, oui, toi, quand j'étais arrivé en poche, j'ai dit, à vélo, il faut mettre le pied sur le gaz. C'est paradoxal. Pourquoi? Parce que je savais que c'était un système qui marchait bien.
qui était convivial, facile. Ah, mais Montréal a eu de la misère au début, là. Oui, mais nous autres, on est électrique. Oui, ça, c'est un gros point. Avec les côtes. On va se dire, on est meilleur que Montréal. Non, mais à cause des côtes, là, c'est fondamental. Oui. Mais on a appris aussi. Ben on a appris des expériences de Montréal et de d'autres. Mais regarde le nombre de personnes qui l'utilisent. C'est pas juste des jeunes, là. J'ai vu des gens âgés qui partaient de Sillery, qui s'en allaient au Grand Théâtre avec un vélo, qui étaient heureux comme des pans. Bien, ça, c'est quoi? C'est du monde heureux. C'est du monde... Oublie pas. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été étonnés. Oui. J'ai des gens qui sont pas pro Monsieur le maire devant moi, mais qui ont dit là-dessus... Ça existe, Non, mais il m'a dit là-dessus, il nous a eu. Oui, puis je l'ai vu, moi, dès le départ. Et même les pistes cyclables sur Chemin Sainte-Foy, moi, j'étais un de ceux qui disait ça. Christian, on a de la misère à passer là-dessus. Puis finalement, quand je passe le jeudi matin, il y a du monde en bâtin sur ces... Oui. Puis les gens me moi, disent... je l'avais pas prévu. Les gens me disent, l'hiver, il y a moins de monde. C'est vrai. L'hiver, il y a moins de monde à vélo. C'est normal. C'est pas simple, l'hiver. C'est obligatoire de faire ça l'hiver avec Non, question de même? On le fait pas partout. Mais les endroits où on le fait, c'est-tu qui nous remercie? Les piétons. OK, parce qu'il y a Pourquoi? comme un tampon entre les deux. Ben, je comprends. L'andin de neige, quand ils font un peu, tu te fais pas arroser par personne. Tu es loin de la circulation. J'avais pas pensé à ça. Il y a plus de piétons sur le trottoir parce que les gens se sentent plus en sécurité, se font pas se ploucher d'une guedoue, là, comme on appelle. Là, Alors, qu'est-ce que ça fait? Plus les gens voyagent lentement, le dicton, là, c'est plus le portefeuille voyage lentement, plus ils commercent localement. Alors, quand tu marches pour On avait entendu dire que les pistes réservées pour les vélos, ça allait fermer tout dans un quartier comme ça, Sacrement, tout va fermer. Il y a plus d'argent dans les commerces. Alors là, les gens ont dit, oui, on l'a mesuré. On est capable de le mesurer avec Monéris. Combien d'argent est dépensé avant la piste cyclable et après la piste? Il y a plus d'argent. Est-ce que c'est à cause de la piste cyclable? C'est pas ça qu'on dit, là. Il y a eu l'inflation, il y a plein de... Mais ça n'a pas tiré sur la terre, c'est ça que vous dites. Ce que les gens prévoyaient comme catastrophe, c'est pas ça. Partout où ça a été fait, Toronto, en Australie, on l'a mesuré, on l'a regardé, Montréal. Le rêve Saint-Denis versus le rêve Saint-Laurent. En fait, Saint-Laurent, il n'y a pas de rêve, là. La rue Saint-Denis, post-pandémie, avec un rêve, le réseau vélo, eux autres qui appellent. Nous autres, c'est un nom différent. Avec le réseau vélo, il y a plus de commerce sur Saint-Denis, puis il y a plus d'argent qui se dépense que sur Saint-Laurent où il n'y en a pas de piste cyclable. Quand le portefeuille voyage lentement, il s'arrête, il voit un petit café, il s'arrête chez le commerçant, il prend un couscous, puis il est heureux. Dernière question, c'est quoi votre plus grand rêve pour Québec? C'est l'ambition. On en manque-tu un peu? Je pense qu'on manque des fois d'ambition, pas tant sur les idées, mais sur notre capacité à se rallier, à avoir espoir que tout est possible. Présentement, il y a un gars au sud, là. Lundi passé, lors de l'investiture, les gens disaient hey, l'espoir vacille, puis c'est pas facile, puis le côté erratique. C'est même pas une question gauche-droite, là. C'est même pas une question d'avoir des idées différentes. C'est une question de il s'en va où, on le sait pas. Il fait peur aux gens, puis les gens ont peur de l'effet que ça va créer ici, puis les gens perdent espoir. Parce que faut pas oublier que si on n'est pas capable de gérer notre bien commun, puis qu'on le critique, puis qu'on le démolit, là, ben on perd notre espoir dans le collectif. Mais moi, j'ai envie de dire aux gens, là, c'est peut-être une opportunité aussi. C'est une opportunité, et l'espoir, il est ici. L'espoir, il est quand on voit des Olga Farman qui s'en vont diriger le port. L'espoir, il est ici quand on voit des Robert Mercure qui dirigent notre destination Québec-Cité. Quand on voit des Denis Ricard qui gèrent Industrielle Alliance. Ouais. L'espoir, là, il est dans plein d'hommes, de femmes, de France, de Simon, de Michel, de Sylvain, de Jean-François, de gens là, qui font ici un lieu extraordinaire, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui créent de l'espoir. Il faut arrêter de regarder au sud un gars qui s'appelle Donald, là, puis se regarder nous-mêmes et dire « Hey, il y a un petit bout ici de nation là, extraordinaire avec du génie. Perdons surtout pas espoir, gardons cette ambition-là, puis exécutons-le. On est magnifique. » Avec tous les prénoms que tu as nommés tantôt, ça faisait annonce de bière des années 70. Oui, exact. Avec... C'est ça, dans le temps de Expo 67. Les Jacques, les Jacques. Merci beaucoup, M. le maire. Bonne année. On se souhaite une grande année pour Québec.